vous connaissez carrément Mauro Carbone, mais je veux tout de même, pour ceux qui ne le connaissent pas et aussi pour l'enregistrement, la captation vidéo qui est en train d'être faite, Mauro Carbone est professeur d'esthétique à l'Université Jean Moulin Lyon 3, où il dirige le master de recherche esthétique et culture visuelle. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France et directeur du projet de recherche Vivre parmi les écrans. Je rappelle très vite les titres de ces derniers ouvrages. Les ouvrages collectifs Vivre parmi les écrans et Voir selon les écrans, penser selon les écrans, et son livre Philosophie écran du cinéma à la révolution numérique. Je le remercie pour avoir permis la réalisation de ces journées et de cet échange, et je lui donne la parole. Merci Anna-Caterina pour cette présentation, pour être plus sage que moi. Et donc le titre de ma conférence est « Hypothèse au pluriel sur l'ombre pour une anthropologie des écrans ». Il y a quelques années, l'historien de l'art allemand Hans Beilting a proposé une anthropologie des images et une iconologie consécutive, en leur attribuant la tâche suivante, c'est-à-dire, je cite, celle de relier les présents et les passés de la vie des images de manière à éviter ce qu'il appelle une archéologie dont la signification ne s'applique plus à l'expérience contemporaine. Fin de citation. Aujourd'hui, il me semble que des exigences analogues imposent de proposer celle que j'appellerais une anthropologie des écrans. En effet, même l'archéologie dont les écrans sont devenus les protagonistes, à mon avis, si elle n'est pas pensée dans une telle perspective anthropologique, risque de rester de l'érudition stérile, éventuellement assaisonnée d'une pensée de goût pour la collection. Et il n'est pas difficile d'en trouver des exemples dans le domaine de la soi-disant screenology. Dès lors, je propose de comprendre l'anthropologie des écrans comme l'exploration des variations préhistoriques et historiques qui sont intervenues dans la culture humaine en figurant d'une manière au fur et à mesure différentes les écrans en tant que dispositifs, au sens large que Michel Foucault a attribué à ce terme. Une telle exploration pourrait contribuer, la valeur heuristique, à mon avis, offerte par la notion d'archi-écran que j'ai présentée dans mon livre Philosophie écran. Afin de résumer cette notion, je pourrais évoquer la caractérisation des images que Marie-Josée Monzin propose dans son ouvrage « L'image peut-elle tuer ?» en écrivant que les images, je cite, « se tiennent à mi-chemin des choses et des songes, dans un entremonde, un quasi-monde. » Fin de citation. C'est précisément ce entremonde, ce quasi-monde, à l'intérieur duquel les images, qu'elles soient matérielles ou mentales, deviennent telles que j'appellerais archi-écran et que nous voyons transparaître dans les différentes configurations qu'au fur et à mesure il a prises au cours de la préhistoire et de l'histoire humaine. En fait, l'archi-écran est le thème de ces variations préhistoriques et historiques, un thème qui pourtant ne cesse de se former et transformer avec elles, s'articulant en tout cas en tant que surface qui cache et qui montre à la fois.
Sur cette base, donc, on pourra développer l'exploration de ces variations en s'enfonçant de plus en plus dans le passé et en dépassant ainsi l'étroite limite temporelle et culturelle de ces généalogies des écrans qui se bornent à remonter seulement jusqu'au début de la modernité, comme celle de Lev Manovitch, par exemple, qui ne se pousse pas plus en arrière que la fenêtre albertienne. Il est évident qu'une telle anthropologie des écrans, surtout si elle est proposée depuis la France, ne pourra éviter de se confronter avec la célèbre affirmation de Gilles Deleuze d'après laquelle le cerveau, c'est l'écran. Certes, il s'agit d'une affirmation qui, en invitant à s'adresser à la biologie du cerveau, c'est Deleuze qui propose cela, sous certains aspects semble être clairvoyante si nous voulons y trouver préconisées des recherches neuroscientifiques comme celle qui est développée par Vittorio Gallese et Michele Guerra dans lo schermo empatico, l'écran empathique, dont on a écouté hier les contenus. Mais en réalité, l'affirmation deleuzienne, le cerveau, c'est l'écran, laisse sous-entendre une polarisation marquée entre le cerveau et le corps. Une polarisation qui, d'ailleurs, était déjà largement déployée dans le chapitre que l'image temps leur avait consacré. Tandis que le livre de Gallese et de Guerra se bat précisément contre cette polarisation du cerveau et du corps. Le problème à la base de cette affirmation deleuzienne, le cerveau c'est l'écran, le problème est qu'une telle affirmation donne un caractère littéral à une métaphore, en rendant ainsi sa signification rigide et unilatérale. Il s'agit de la métaphore par laquelle, dans le premier chapitre de Matière et Mémoire, tant admiré par Deleuze, Henri Bergson illustre sa théorie de la perception, où le corps et les cerveaux, dirait-on aujourd'hui, font système, en affirmant que, à l'intérieur du processus perceptif, je cite Bergson, nos ondes d'indétermination joueraient en quelque sorte le rôle de cran. C'est ça que Bergson dit, et il avait dit la ligne précédente, un écran noir sur lequel se détacherait l'image du monde externe. Donc l'idée de Bergson est que il n'y a que des images, le monde n'est fait que d'images translucides. Pour les voir, il faut des images particulières, comme des écrans noirs, sur le fond desquels les autres images peuvent être vues. Très opportunement, un spécialiste de la philosophie de Deleuze a expliqué la référence bergsonienne à l'écran noir, et il l'a fait dans la manière suivante. Cette métaphore, donc c'est le spécialiste de Deleuze qui s'exprime en ce terme, cette métaphore provient du procédé de la photographie interférentielle des couleurs, mis au point en 1891 par le physicien français Gabriel Lippmann, dans lequel un écran noir est effectivement utilisé pour permettre l'observation par réflexion des couleurs physiques miroitantes à travers un coin de verre. Ce procédé, n'ayant pas eu le succès du cinématographe, reste inaperçu du lecteur
et on ne voit que mieux l'apport spécifique proprement déleusien, mixte singulier de concepts et de poésie, dans la reprise qui est faite de cet écran noir. Fin de citation. Voilà donc ce qui est sous-tendu à l'affirmation déleuzienne « le cerveau, c'est l'écran ». Dès lors, il devient clair que ce n'est pas par cette voie qui pourra, qui pourra nous permettre de poser les bases pour une anthropologie des écrans. Si vraiment il nous faut la philosophie pour établir de telles bases, mieux vaut revenir plutôt à la caverne de Platon et remarquer que, en racontant son allégorie, Platon affirme le statut de l'ombre en tant que proto-image, comme le rappelle Roberto Diodato en introduisant son très beau livre, non encore publié, qu'il a consacré précisément à l'ombre. En effet, voici Platon décrivant l'initiation à la lumière du soleil du prisonnier arraché à sa caverne. Platon écrit d'abord proton, donc, c'est le mot grec, ce seront les ombres, skias, le prisonnier distinguera le plus facilement. Puis les images, eidola, des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux, et ensuite les objets eux-mêmes. Donc, les ombres, protons, les premières images. Par ailleurs, il s'est exprimé dans les mêmes termes déjà un peu plus haut, toujours dans la République. J'appelle image, dit Platon, d'abord protons, encore une fois, les ombres, skias. Ensuite, les reflets que l'on voit dans les eaux ou à la surface des corps opaques, polis et brillants, et toutes les représentations semblables. Fin de citation. Mais si l'ombre est la proto-image, il en suit que seul un corps peut être le proto-écran. En effet, il suffit de l'interposer, un corps, entre une surface lumineuse et entre une source lumineuse et une surface opérant en tant qu'écran complémentaire pour lui faire produire cette proto-image, comme cela se passe dans le mythe de l'origine de la peinture raconté par Pline l'Ancien dans le livre 35 de son Histoire naturelle. Par ailleurs, ce que je viens d'écrire vise à mettre en évidence aussi un autre aspect fondamental pour entamer une anthropologie des écrans. En effet, si j'ai parlé un peu plus haut d'écrans complémentaires, je disais qu'il suffit de mettre un corps entre une source lumineuse et un écran complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je veux dire par écran complémentaire? Ce que je veux dire est que la figure de l'ombre a son origine précisément dans l'indissolubilité des deux écrans. Un écran négatif qui intercepte la source lumineuse en produisant l'ombre, et un écran positif qui accueille la projection en présentant l'ombre. Dans le cas examiné jusqu'ici, le corps se précise donc comme le proto-écran négatif. Cette dernière remarque me semble étayée aussi par les recherches du préhistorien français Michel Lorblanchet, qui évoque l'usage des mains, je cite Lorblanchet, les mains servant d'écran pour guider le pigment dans la réalisation de certaines images pariétales paléolithiques par la technique du krashi. Autrement dit, on utilisait les mains comme des écrans pour protéger les parties
les portions d'une paroi rocheuse qui ne devaient pas être atteintes par le pigment qui était jeté par la bouche. À propos d'une telle technique, il faut ajouter que Laure Blanchet mentionne également l'emploi d'un écran de cuir ou de peau perforé en son centre, en faisant l'hypothèse que cet écran de cuir, je le cite, permet peut-être une plus grande précision que la main écran. Fin de citation. Bref, ce écran de cuir ou de peau serait un écran fabriqué comme une sorte de prothèse de la main qui, à son tour, était utilisée pour faire écran. Par conséquent, cela nous ramènerait au corps comme proto-écran négatif, celui auquel j'attribuais plus haut la production de l'ombre qu'une surface proche de lui se charge de présenter en opérant donc en tant qu'écran positif. Continuons donc notre analyse du phénomène de l'ombre. Analyse, c'est un mot que je souligne parce que, bien entendu, l'examen que nous sommes en train de développer ne correspond pas à notre expérience vécue, mais il s'agit d'un examen qui peut être utile pour mieux focaliser notre réflexion, au moins sur certains des composantes et des dynamiques que ce phénomène garde ensemble. Jusqu'ici, nous avons individué l'action d'une source lumineuse sur deux écrans complémentaires que nous avons qualifiés respectivement de négatifs et de positifs. Mais pour un regard analytique, ce qui apparaît d'une telle manière sur le deuxième des deux écrans, donc l'écran positif, n'est que l'ombre entendue comme un phénomène physique, un phénomène de reflet, donc une tache, si vous voulez. Y reconnaître dans cette tâche une figure et même l'image d'un corps veut dire sursignifier implicitement un tel phénomène physique en l'inscrivant ainsi dans une variante spécifique d'archi-écran, c'est-à-dire faire la transition de l'ombre en tant que phénomène physique à l'ombre en tant que figure sur un fond. Donc, en tant que figure sur un écran. Une variante de ce que j'appelle archi-écran. Autrement dit, cela veut dire sursignifier implicitement la surface même où l'ombre est projetée, la surface d'un mur, en la sursignifiant en tant qu'écran. Écran pour la figure que je suis en train de reconnaître dans le phénomène physique de l'ombre. Donc, ça veut dire en même temps sursignifier la surface où l'ombre est projetée en promouvant une telle surface au statut de l'entremonde ou le quasi-monde où, comme on avait vu plus haut, les figures et les images deviennent-elles. Donc, pour faire devenir les images des images, je dois sursignifier le mur en le promouvant au statut d'écran pour les images elles-mêmes. C'est ce que, d'après Pline l'Ancien, la fille du potier de Sicyone fait spontanément en entourant, je cite Pline, d'une ligne l'ombre du visage de son amoureux projeté sur le mur. Donc l'ombre est
par ce geste d'entourer l'ombre elle-même est promu au statut de figure et même d'image. Donc, c'est un geste qui consiste à établir, et c'est un mot intéressant, établir, parce que veut dire aussi rendre stable, établir une figure sur un fond, à savoir sur un écran. Et ça, c'est le geste que traditionnellement est indiqué en tant qu'origine de la peinture. Ce n'est qu'en sursignifiant implicitement le phénomène physique de l'ombre qu'on pourra y voir la reproduction plus ou moins stylisée des contours et éventuellement des mouvements d'un corps, pour arriver peut-être à comprendre le sens de ce geste, ainsi que les intentions et les motivations qui les animent, ou même les émotions et les sentiments qui les accompagnent et qui peuvent à leur tour susciter les nôtres, comme dans le cas de la fille par rapport à son amoureux. Mais alors, les dynamiques que je viens de décrire ne sous-entendent-elles pas que les ombres sont empathiquement connotées? Et n'est-ce pas précisément une telle connotation qui promeut les ombres au rang de figures éventuellement monstrueuses ou même à des images réfléchies d'un corps, et en même temps cette connotation empathique promeut l'écran positif qui présente les ombres à le caractéristique entre-monde ou quasi-monde à l'intérieur duquel on pourra, en les reconnaissant en tant que figure, déverser dans les ombres elles-mêmes notre propre sentir, ou même ne nous sentir qu'un avec elles. En somme, de telles dynamiques ne renvoient-elles pas aux différents échos sémantiques du terme allemand Einfühlung et aux questions philosophiques qui se sont historiquement réunies autour de cela? Évidemment, c'est ce que je suis en train de suggérer. Par ailleurs, il faut remarquer quelques aspects décisifs des hypothèses que j'ai proposées ci-dessous. Tout d'abord, la connotation empathique de l'ombre met en évidence l'incontournable importance que la corporéité vécue revêt par rapport pour l'expérience empathique elle-même, en dépit de toute interprétation réductionniste d'une telle expérience. En outre, la connotation empathique de l'ombre qui promeut celle-ci du statut de phénomène physique à celui d'image annonce le pouvoir que sera en mesure d'exercer non seulement l'image elle-même, on a toujours parlé du pouvoir des images, mais le pouvoir exercé aussi par la variante d'archi-écran qui, précisément en se dessinant en tant que fond de caractéristiques de l'ombre, favorise, grâce à son propre pouvoir, la promotion de l'ombre en tant que figure ou image, à savoir le pouvoir d'une certaine variante de l'archi-écran qui rend visible l'image en tant que telle. En effet, si nous pouvons dire que l'image fait l'écran, ou plus en général, toute variation possible d'archi-écran, si l'image fait l'écran en se faisant image, en même temps, il faut ajouter que l'archi-écran fait l'image en se faisant archi-écran. Voilà donc son propre pouvoir. Et cela veut dire aussi
Et cela vaut aussi, dans les cas où l'image n'est pas effectivement présente. C'est un peu ce que j'ai essayé de poser à l'attention déjà à partir de hier. Cela vaut aussi dans les cas où l'image n'est pas effectivement présente parce que l'absence d'image sur l'archi-écran implique quand même une possibilité, une imminence d'image. De manière exemplaire, la connotation empathique de l'ombre et la constitution réciproque d'image et d'archi-écran sont évoquées dans leur inextricable corrélation par Gallès et Guerre en référence à l'écran cinématographique dans le passage que je vais citer de leur livre. Ces ombres sur l'écran, donc on est en train de parler d'un écran cinématographique, font les mêmes gestes, éprouvent les mêmes sentiments et les mêmes émotions, sont animés par des formes d'intentionnalité qui répliquent fidèlement les systèmes de fonctionnement du monde réel. Fin de citation. Toutefois, cette fidélité ne règne pas toujours. En fait, la signification qui promeut l'ombre à image d'un corps implique le devenir autonome de l'ombre elle-même par rapport à son statut de simple phénomène physique, comme il est bien souligné dans l'histoire du cinéma lui-même par des très nombreux exemples d'ombres qui cessent de projeter les mouvements des corps qui sont censés les produire, à savoir qui cessent de répliquer fidèlement les systèmes de fonctionnement du monde réel. Un de ces très nombreux exemples est non seulement bien célèbre, mais il semble être aussi particulièrement significatif ici. Et c'est celui de Fred Astaire dansant avec ses propres ombres, Bojangles of Harlem, sur les ailes de la danse, Swing Time, un film américain de 1936 de George Stevens. Voici la séquence à laquelle je suis en train de faire référence. Ainsi raconte et commente cette séquence un réalisateur européen qui, plus que tout autre, semblerait loin de l'idée de cinéma exprimée par le musical américain. Et c'est encore Werner Herzog, qui avait déjà été cité par Anna Caterina. Alors, écoutez ce que Herzog, la manière où Herzog décrit cette séquence en 1992. Fred Astaire est en train de danser en jetant une très grande ombre contre un mur blanc derrière lui. Il s'arrête, l'ombre s'arrête. Il recommence, l'ombre recommence. Puis, tout d'un coup, il s'arrête et l'ombre commence à danser sans lui. À la fin, je pense, donc il était en train de décrire cette scène par cœur, à la fin, je pense qu'il la rattrape et elle le suit à nouveau. Il doit avoir préenregistré l'ombre et l'avoir projetée contre le mur, dansant avec la plus grande précision pour l'égaler. Normalement, ce genre d'astuce se fait par la technologie, rétroprojection ou double exposition. Et une fois qu'il a été déchiffré, ce type d'astuce, il perd sa magie.
Mais ici, tout est accompli grâce à la précision humaine de Fred Astaire. Et quand vous devinez comment cela a été fait, il devient encore plus mystérieux et impressionnant. C'est la séquence du film la plus purement et la plus totalement cinématographique que j'ai jamais vue dans ma vie, dit Herzog. C'est très étrange parce que Fred Astaire a le visage le plus stupide à l'écran et ses films ont les histoires les plus insipides. Mais tout ce qui a été tourné avec lui a une certaine grandeur. Et le plus pur du pur, le plus beau du beau pour moi est cette séquence de Swing Time. C'est du cinéma, rien d'autre. Ça, c'est la description donc de Herzog. Comme Herzog le souligne, ce n'est qu'au moment où Fred Astaire se bloque dans un demi-écart, Herzog le souligne en disant tout d'un coup il s'arrête. Ce n'est qu'à ce moment-là que le spectateur peut effectivement constater qu'il était le corps à reproduire le mouvement de l'ombre plutôt que l'inverse. Et comprendre ainsi que la grande virtuosité technique de la séquence consiste à avoir donné jusqu'à là l'illusion que c'était le contraire qui s'est passé. Par rapport aux questions qui sont en discussion ici, il semblerait être possible d'affirmer que jusqu'à ce moment-là, le fait d'avoir empathisé l'ombre en tant que telle, et donc en tant que projection du corps, est contribué à tromper la perception effective du spectateur qui ne réalise pas que c'est le corps qui suit l'ombre et non pas l'ombre qui suit le corps. Mais ça, grâce au fait que moi, le spectateur, j'ai empathisé l'ombre en tant qu'ombre. Et cela me permet, de quelque manière, de tromper ma perception en sauvegardant l'illusion de réalité, selon laquelle une ombre est quelque chose qui suit et reproduit le mouvement du corps. Plus généralement et plus profondément, la séquence en examen montre que, une fois empathiquement connotée et promue ainsi au statut d'image présentée sur une variante d'archi-écran, sur ce que Monzin appellerait un entremonde ou un quasi-monde particulier, les ombres cessent de dépendre nécessairement et mécaniquement des corps qui les produisent. Alors, elles s'avèrent aussi en mesure de simuler une telle dépendance ou même de la renverser pour l'exercer à leur tour sur les corps eux-mêmes. Dans un cas, celui de la simulation, ou dans l'autre, celui du renversement, en arrivant ainsi à faire les ombres leur entrée dans le monde du spectacle. Du reste, c'est précisément cela qui semble être mis en évidence 18 ans plus tard par le choix de Herzog d'intégrer à son film La grotte des rêves perdus, 2010, la première partie de cette séquence. En l'interrompant précisément au moment où Fred Astaire se bloque dans le demi-écart, tandis que ces ombres se donnent en spectacle de manière autonome, plutôt que de montrer la séquence jusqu'à la fin. Vous avez remarqué que la séquence à la fin montre les ombres qui renoncent à rivaliser avec le corps du danseur.
Mais Herzog ne montre pas dans son film la séquence jusqu'au bout. Au moment où les ombres renoncent à danser avec Fred Astaire. Mais au sujet du choix de Herzog, il faut souligner aussi quelque chose d'autre qui concerne particulièrement les thèmes de notre réflexion. C'est-à-dire 18 ans après sa déclaration d'après laquelle rien d'autre que le cinéma ne peut produire une séquence semblable. C'est comme ça qu'il terminait sa déclaration. Herzog, c'est du cinéma, rien d'autre. Eh bien, 18 ans plus tard, avoir rendu cette déclaration, en intégrant la première partie de cette séquence à la grotte des rêves perdus, Herzog visera à montrer une possible continuité entre la danse d'un corps et de ses ombres présentées par une telle séquence et la danse dont on peut faire l'hypothèse que elle était pratiquée dans l'extraordinaire grotte ornée découverte en France en 1994, à laquelle le film de Herzog est consacré, c'est-à-dire la grotte Chauvet. En effet, les traces de petits feux au pied de ces parois, qui abritent de stupéfiantes images cinétiques remontant pour certains jusqu'à il y a quelques 31 000 ans, fait supposer que ces feux avaient la fonction de projeter sur les parois de la grotte les ombres des corps de danseurs, en contribuant ainsi à y produire ce qui, un peu avant dans le film, Herzog avait défini comme presque une forme de proto-cinéma. Et je voudrais maintenant vous montrer... tu peux partir de la minute 25, parce que, voilà. Ça, c'est donc le film. Là, il y a le paléontologue qui est en train de parler de la grotte. They cast their own shadows against the pedals of horses, for example. The fire were necessary to look at the paintings and maybe to staging people around. When you look with the flame, with the moving light, you can imagine people dancing with the shadows. Fred Astaire. Yes. I think that this image dancing with this. Là, il est en train de suggérer cette possible continuité entre la danse dans la grotte et la danse de Fred Astaire. Alors, par rapport à sa déclaration citée plus haut, 18 ans plus tard, Herzog semble avoir au moins modifié son évaluation, non seulement les cinémas, mais déjà certains exemples complexes de dispositifs visuels de la préhistoire peuvent avoir mis en scène le bal des corps et de leurs ombres, désormais promus à des proto-images. Autrement dit, non seulement l'écran cinématographique peut rendre visible une pareille danse, mais aussi des bien plus anciens types d'écrans telles que les parois de certaines grottes préhistoriques. Bref, non seulement l'écran cinématographique, mais l'archi-écran en tant que tel. Je vous remercie. Je remercie Mauro Carbone pour cette intervention qui fait intervenir beaucoup des questions qui sont surgies dans ces journées. Et je donne la parole à vous pour des questions, des commentaires. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous appelez l'archi-écran, c'est un écran qui nomme plus un écart entre l'image et l'écran qu'une chose en tant que telle.
et qui en ce sens n'est plus situable, limité, dont on ne peut plus tout à fait décider. Enfin, c'est ni dans une salle de cinéma, ni ni une représentation mentale. Mais en ce sens, je me demandais s'il pouvait donner la loi, donc non idéale, de l'enchaînement des images ou des représentations. Est-ce que vous cherchez, au fond, la possibilité d'une loi qui ne soit plus référée à une idée de l'enchaînement des représentations? Oui, merci beaucoup. Alors, vous dites ni. Je dirais plutôt et. C'est-à-dire, mon problème en écrivant mon livre a été qu'il y avait toujours quelqu'un qui disait ça c'est écran, ça c'est pas écran. Et la plupart des fois, il n'y avait pas de raisons fondées pour dire cela. C'est pour cela que j'ai un peu de méfiance pour les généalogies. Je pense en particulier à la généalogie de Manovich dans son livre Le langage des nouveaux médias, selon laquelle la généalogie des écrans est une généalogie moderne. Il n'y aurait d'écran que à la modernité, à partir de la fenêtre albertienne. Alors, il y a quelqu'un qui dit que la fenêtre est déjà un écran. Il y a quelqu'un qui dit que avant il y a la fenêtre, après il y a l'écran. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit, par exemple, Arras, la fenêtre albertienne nous rappelle les templums des aruspices romains. Hein. Le geste du bâton des aruspices qui traçaient un quadrilatère dans le ciel, en établissant que si le vol d'un oiseau entrait dans ce quadrilatère virtuel, avait une signification particulière et des reflets sur la vie des personnes que les aruspices étaient en train d'examiner. Alors, il y a quelqu'un qui dit, mais ça, c'est déjà une forme d'écran. Alors, le fait de parler de de archi-écran est une tentative de penser les écrans sous un point de vue anthropologique et donc trouver les éléments de continuité parmi les différents types de surfaces qui ont été dans des époques historiques et préhistoriques différentes, investies du rôle du quasi-monde ou d'entre-monde qui présente des images. Voilà. Sur le point de ce que tu as appelé la sursignification de l'image sur le fond par rapport à l'ombre comme phénomène physique, tu as dit. Et tu as parlé de la légende de boutade dans l'origine de la peinture, la silhouette qui est, le contour qui est établi, donc qui est rendu stable. Et donc la production d'une image statique. Tandis que l'évolution que tu as montrée de la grotte paléolithique jusqu'au cinéma, c'est plutôt quelque chose qui a à faire avec une source lumineuse qui est vraiment instable. Donc la flamme de la torche, du feu dans la grotte, mais aussi les images d'un projecteur au cinéma qui est stable, mais qui produit un flux lumineux qui est mobile. Donc je ne sais pas, je me demandais si on n'aurait pas à faire ici avec une sorte de medium specificity. Donc image statique d'un côté, image mobile de l'autre côté. Si ça fait problème pour toi ou si la peinture est inscrite dans une... Parce qu'on a le soleil comme seule source naturelle d'illumination stable.
tandis que les feux, la flamme, la torche ne le sont pas, et on doit attendre l'invention de l'illumination artificielle pour obtenir une source de luminosité stable analogue à celle du Soleil. Et donc, j'étais en train de penser, si on ne doit pas aussi réfléchir sur la nature, pas seulement des écrans, mais aussi des sources lumineuses qui permettent la projection. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi ta question. Mais je te remercie, comme on dit, du fait que cela me permet de préciser une chose, c'est-à-dire pourquoi j'étais intéressé au geste de la fille. Parce que j'étais en train de dire quelque chose qui n'était pas évident, c'est-à-dire que il faut une sorte de nouvelle intentionnalisation de l'ombre, pour passer de l'ombre en tant que surface, en tant que phénomène physique, à l'ombre en tant que figure. Cette sursignification dont j'ai parlé est une sorte de réintentionnalisation. J'intentionnalise l'ombre en tant que figure. Tu vois ? Alors, ce qui m'intéressait est le fait que ce geste de entourer les contours me semblait être précisément cela. Le geste de la réintentionnalisation. Ce n'était que ça dans mon intention. Après cela, le fait que tu dis du fait qu'il faut réfléchir aussi sur la nature, le statut et les variations historiques de la source lumineuse, c'est quelque chose que je partage complètement. Je suis moi-même confus sur la question, mais j'étais en train de penser à la tradition iconographique qui représente la légende de Boutade. Il s'agit toujours, pour ce que je sais, d'un intérieur dans lequel la jeune fille dessine les contours, mais il s'agit d'un contour que dans un intérieur est produit par une projection d'une source lumineuse qui est instable, le feu. Oui. Et donc il s'agit d'une sursignification qui établit, qui rend stable un contour qui n'est pas là, parce que l'ombre est instable et mobile. Donc c'était aussi pour ça que j'étais en train de penser à la différence des sources. Mais tu m'as expliqué mieux la signification de la notion de sursignification, et donc je suis aussi content pour ça. Merci. Oui, merci Mauro. Je ne suis pas, si tu es d'accord, mais je pense que tu es en train de tracer une sorte d'économie de la lumière. Je veux dire, une sorte de logique de circulation de la lumière dans tes interventions. Et en particulier, tu es en train de te focaliser sur le rôle de surface à l'intérieur de cette économie générale de la lumière. Donc, de ce point de vue, j'ai deux questions qui sont très liées. Première question, est-ce que tu penses que les surfaces, elles puissent être des écrans, des archi-écrans négatifs, d'accord ? Donc, on peut produire l'envers du visible, comme dit Max Milner à propos de l'ombre. On peut donc renverser la lumière, mais on peut aussi la concentrer. Alors, c'est le jeu de la lentille qui peut concentrer ou diffuser la lumière, tout en contribuant à cette circulation
Donc, première question, on peut avoir des archiscrits négatifs absolus, mais on peut aussi avoir des archiscrits négatifs relatifs qui modulent la lumière. Donc, pas en renfermant la circulation, mais en la modulant. Et c'est la première question. Deuxième question, mais alors, peut-on considérer la pellicule comme une manifestation de l'archi-écran négatif et peut-on considérer qu'elle soit la dernière manifestation dans tous les sens, parce que les nouveaux écrans sont des écrans qui sont rétro-illuminés ou auto-illuminés, et donc qui peut-être vont renoncer à la présence de la pellicule comme dernière manifestation des archi-écrans négatifs. Merci. Merci Ruggero. En réalité, il y a plus que 2 questions dans ta question. Alors, je retiens seulement 2 questions. Parce que la troisième question implicite est trop longue pour répondre, donc je te répondrai en déjeunant. Donc tu as demandé s'il y a aussi des archi-écrans négatifs partiels, tu les as appelés comme ça. Pour revenir sur la question précédente, le fait de parler de archi-écran, à mon avis, implique aussi la possibilité de parler de voile. Donc le voile, à mon avis, est une variation de l'archi-écran. L'archi-écran peut être, pour le dire autrement, totalement opaque, mais peut être aussi partiellement opaque. C'est le cas du voile, c'est le cas de la pellicule. Ce qui me semble intéressant est de montrer quand même cette possibilité de continuité dans la culture humaine, entre des époques qui ont fait du voile leur dispositif optique de référence et des époques qui ont fait l'écran au sens du totalement opaque leur dispositif optique de référence. Et donc la pellicule aussi, bien entendu, en soulignant un autre aspect qui me semble intéressant, sur lequel je voudrais travailler, c'est-à-dire, j'ai dit, le corps est le proto-écran. Eh bien, la pellicule est quelque chose qui fait encore, déjà dans son étymologie, référence à la peau, et donc à quelque chose comme une composante de notre corporité. Donc, vous voyez que cette ligne d'anthropologie des écrans me semble avoir manifesté des traces qui, à mon avis, sont très intéressantes à explorer. S'il n'y a plus de questions, on peut conclure cette journée d'études en remerciant d'abord tous ceux qui sont intervenus et ceux qui ont participé. Et je remercie encore les personnes qui ont collaboré avec nous pendant ces journées. Et je vous rappelle que bientôt, les vidéos du colloque seront disponibles sur le site de Vivre parmi les écrans et sur la chaîne YouTube de l'Université Jean Moulin Lyon 3, que je vous invite donc à suivre.
Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne reçoivent pas encore notre newsletter, d'aller sur le site de Vivre parmi les écrans. Sur la homepage, vous pouvez trouver la possibilité de vous inscrire à la mailing list. Merci beaucoup et merci encore à tous.